On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Très heureux en ce début d'année 2025 d'avoir avec nous un gars qui est à l'autre bout du continent maintenant. Maxime Crépeau, Timber de Portland. Ça fait encore un peu weird, comme pour d'autres joueurs qui sont ailleurs en MLS, qui sont passés par Montréal. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Là, j'ai beaucoup de sujets. Puis on a un temps relativement limité parce que tu as, est-ce qu'on peut dire un heureux rendez-vous? Un heureux rendez-vous, ouais. Oui. On peut le qualifier d'ainsi. Là, c'est-tu la fin? C'est-tu le dernier chapitre de ta fracture à la jambe il y a quelques années? Oui, exactement. Pour les gens qui ne savent pas, évidemment, je me suis cassé la jambe en 2022. Je me suis fait opérer à Los Angeles. Ça a pris 10 mois à revenir. Juste avant le temps des fêtes, j'ai enlevé la vis dans mon genou, donc une petite chirurgie à gauche à droite, comme on appelle ça. Faut bien que tu aies vécu la blessure que tu as vécue pour parler d'une petite chirurgie pour enlever une vis dans le jambe. Ouais, mais c'est drôle parce que il ouvre, il dévisse, tchabaille, la vis elle sort, puis le docteur me l'a donné, fait que j'ai un pot avec la vis à la maison. Fait que ça, je trouve ça quand même le fun. Tu vas t'afficher un cadre avec? Ben, tu ris, hein, mais ma famille disait « Hey, mets la vis, la bague, puis la coupe dans un cadre ou peu importe. » Puis je dis « Ouais, c'est pas une mauvaise idée. » C'est vraiment creep, mais c'est en effet une bonne idée. Hey, on parle de ta blessure en 2022. Tu as été champion MLS, tu l'as eu ta bague. Tu as célébré un peu zombie à l'ambulance puis à l'hôpital. Pendant ce temps-là, c'est John McCarthy qui était ton numéro 2, qui a été le héros. Il a été MVP du match avec ce qu'il a fait en tir au but. La saison d'après, c'est lui qui a couvert pour toi pendant ton absence. T'es revenu en fin d'année, c'est toi qui as joué la finale de MLS Cup. Mais là, cette année, il passe du côté blanc de LA avec le Galaxy, joue la finale, la gagne. Il y a bien quelque chose de spécial, lui. Ça, honnêtement, son parcours est incroyable aussi, là, parce que je me souviens bien que lui et moi, on est quand même une relation très proche. Puis il me disait qu'avant la LAFC, il y avait tellement rien qui arrivait sur la table pour lui qu'il pensait à la retraite même. Ouais, il pensait à la retraite. 3 ans plus tard, tu as fait 3 finales de MLS Cup back-à-back. 2 coupes, puis deux équipes de LA. Clubs différents. Ah ouais. Fait que lui, son résumé, tu sais, quand on dit ça peut tourner ça peut tourner demain matin, la page elle tourne, puis pour lui, l'offre à Los Angeles est arrivée. Il a signé un 2 ans à LA, puis ensuite de ça, il était agent libre. Il a signé un autre 2 ans à l'autre LA Galaxy. Puis je me souviens, en plus, là, on a joué, je pense que c'était en nous contre, puis je disais, ouais, vous autres, vous rentrez dans les playoffs avec du momentum, ça va être difficile. Et puis, il le mérite tellement. Là. Si je te dis, là, de ma personne, là, je le connais, John, c'est un gars tellement travaillant, content, humble. Probablement un des gars avec qui j'ai le plus aimé travailler aussi sur le terrain. Ouais. Là, y a-tu James Pantemis qui va être fâché d'entendre ça? Non, Jimmy, c'est une autre catégorie. Là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, là, c'est correct. On parle d'un gars qui est passé du côté noir, le LAFC, au côté blanc, le Galaxy. Il a été accueilli avec quelques huées quand il est retourné dans son ancien club. Je faisais à RDS le match quand vous êtes allé jouer au BC Place. Ouais. Tu t'es fait huer une couple de fois aussi. Est-ce qu'on le prend comme un compliment? Est-ce que ça nous fâche? Est-ce qu'on est officiellement devenu un adversaire qui veut justement te make a point à tout prix, gagner un match face à son ancien club, toi qui as joué à Vancouver? Comment tu le vis, ça? Quand je retourne à Vancouver, franchement, je le vois comme un peu une petite fleur, hein, une petite fleur parce que... De te faire huer? Ouais, clairement, parce que si les gens s'en foutaient... Ouais, exactement. J'ai demandé un transfert, certes. J'étais... Vancouver présent, là, ça fait 6 ans qu'ils font leur reconstruction. J'étais en pleine reconstruction au début. Année 2019. Là, on avait 5 joueurs qui pouvaient évoluer dans un 11 partant week-in, week-out.
Maintenant, c'est l'opposé. Ouais. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de qualité, mais ça a pris 6 ans de les amener à ce moment-là. Puis toi, tu as joué 2 finales de MLS Cup entre deux. Ouais, ben c'est ça. Moi, à un certain point, j'étais comme, OK, j'ai 26, c'est le temps de gagner, où je m'en vais, prendre une carrière un peu plus au sérieux, où je me dis, je suis un fier compétiteur. J'avais le choix aussi de rester à Vancouver, puis d'être bien, d'être confortable. Mais en dedans de moi, j'avais l'idée de gagner. Puis là, c'est là que LFC est venu sur la table, puis on a fait, let's go, on y va. On saute à aller aux 2 pieds, puis on regarde pas derrière. Fait qu'on connaît l'histoire après. Avec, si on va écarter Montréal, puis on parle pas du terrain, je serais curieux de savoir le terrain après. Tu as joué à Vancouver, tu as joué à Ottawa en prêt, tu étais avec l'Impact dans le temps, tu as joué à LA, puis là, tu es à Portland. Où est-ce que tu t'es senti, ou tu te sens le plus à la maison? Là, on parle seulement... Juste dans la vie, juste dans la vie. Le rythme de la vie. C'est sûr que Montréal, c'est difficile à battre parce que c'est notre famille, nos familles, là, hein, frères, cousins, parce que ta conjointe est d'ici, donc les deux, vous êtes loin de la famille. Exactement. Donc, tout le monde est ici. Les enfants reviennent ici. On est ici dans le temps des fêtes, on a passé du temps. Et puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois les enfants avoir le plaisir avec les cousins et cousines, voir la famille, ils grandissent, etc. Je te dirais Montréal, numéro 1. Numéro 2, Portland, 100%. Ah ouais? Ah, 100%. C'est une belle découverte parce que on n'y connaissait pas tant la ville, mais à la seconde où tu sors du centre-ville, parce que le centre-ville est un peu particulier, là, à certains endroits, beaucoup de toxicomanie, beaucoup de... Non, c'est Zombieland. Là. Ouais, 100%. 100%. Comme beaucoup de villes de la côte ouest, San Francisco, c'est comme ça. Gros fléau. Mais à la seconde où tu sors du centre-ville, c'est franchement une ville fantastique, beaucoup de découvertes. C'est une petite ville, hein. On pense pas que c'est très petit comme ville. Il y a seulement 600 000 habitants, si je ne me trompe pas. Ouais, puis il y a à peu près autant de ponts qu'il y a d'habitants. C'est quoi cette histoire-là? Comment ça, il y a des ponts comme ça à Portland? Keep Portland weird, ils disent. Hein? Fait d'après moi, celui qui a configuré tout ça, là, je sais pas, il faisait quoi à l'époque. Ouais, exactement. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, là, mais il y en a du stock là-bas. Comment tu l'as vécu ton année dernière? Tu arrives dans un nouveau club. C'est particulier d'ailleurs. On faisait la blague avec James Pantemis tantôt, mais vous êtes 2 gars formés à Montréal qui débarquaient dans le même club. James a été annoncé quelques semaines avant toi, si je ne me trompe pas. Tu es dans une équipe super excitante qui, puis là c'est moi qui parle pas toi, qui sait pas défendre parce que à toutes les fois que vous jouez, il faut que vous marquiez 5 ou 6 buts. Ça a été un fléau cette année. C'était bien divertissant à faire. J'ai fait plusieurs matchs de Portland, je les ai beaucoup appréciés. Pas certain que ça aurait été la même chose si j'avais été ton coach, un défenseur ou même à votre place comme gardien. Tu joues la Copa América. Tu as un nouveau coach qui débarque en équipe nationale. Vous allez jouer contre des grosses équipes, les Pays-Bas, la France, l'Argentine 2 fois. Après, tu termines ta saison, puis tu es laissé de côté pour les séries éliminatoires. C'est James qui joue. Quel inventaire tu fais de cette année-là? Quand les hauts sont hauts, ils sont très, très, très hauts, mais les bas, ils sont bas aussi. Ils font plus mal. Ouais, exactement. Puis c'est là où le monde professionnel, on doit séparer parfois les émotions, puis on doit être stable, surtout en termes de gardien de but, parce qu'il faut toujours être prêt. Puis c'est un poste parfois ingrat, il y en a seulement un qui joue. Là. Puis t'as pas de marge d'erreur non plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Mais oui, la Copa América. Le début de saison a bien été pour moi. Je me mettais dans mon rythme parce qu'après un off-season, ça prend toujours 4-5 matchs. Puis ensuite de ça, tu prends ton rythme et ton envol. Donc c'est ça qui s'est passé. Puis la Copa América, pour moi, autant pour notre équipe que personnellement, ça a super bien été. À Portland, même chose. L'équipe allait bien pendant que je n'étais pas là. Puis quand je suis revenu, on a eu une période un peu plus creuse. Fait que ça a été une saison un peu en dents de scie en termes de rythme. Et James avait fait très très bien quand j'étais pas là. Il a super bien joué. Et les 2 derniers matchs de la saison régulière, le dernier match de série, on m'a exclu, chose qui était décision du staff. Parfois, toi tu me connais personnellement, tu respectes la décision, tu fais avec, mais dans toi, c'est sûr et certain que tu veux jouer. Puis j'ai mon opinion personnelle aussi par rapport à ça. Là. Est-ce que tu le partages, ça? Comment ça fonctionne? Tu vas... Parce que si je me trompe pas, quand tu étais revenu après ta blessure au LAFC, on t'a pas immédiatement remis dans le poste de numéro 1. Il y a un moment où, je sais pas si c'est au sens propre ou figuré, là, mais tu vas cogner à la porte du coach puis tu dis « Je pense que je suis prêt à reprendre le flambeau ».
est-ce que tu en parles, ça? Parce qu'il y a des exit meetings d'habitude. Je sais pas si c'est avec le coach, avec le directeur sportif. Est-ce que tu partages ton opinion là-dessus? Ouais, 100%. Puis ça, c'est des conversations qui vont rester à la porte non, je comprends. Évidemment, mais parce que mais tu repars le jour où je prends ma retraite, on va jaser comme du monde. On va écrire un livre. Ouais, on va jaser. On va jaser le jour où j'accroche les crampons, mais c'est pas tout de suite. Mais oui, il y a eu des exits, des exits. Puis lors de ces réunions-là, avec c'était le GM Ned puis Phil le coach, j'ai dit mon opinion par rapport à la situation, ils ont dit le leur, les opinions différentes, puis c'est correct, c'est le milieu du sport, mais ça s'est terminé sur un point commun qui est regardé sur 2025, puis que dans le passé tu peux rien faire à propos du 5-0 qu'on a pris contre Vancouver en série, tu peux rien faire, c'est fait, merci, bonsoir, qu'est-ce que tu peux faire pour 2025 maintenant? Donc pour moi, évidemment, ça a été un petit choc, je te dirais, un peu de disbelief, si tu me permets, parce que je m'attendais pas à ça. Mais de l'autre côté, il faut que je me concentre sur moi-même. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que me concentrer sur moi-même, tu sais? Mbappé. Qui ça? Messi une couple de fois. Ouais, c'était quelque chose. C'est de tous ces moments-là que vous avez vécu, puis tu sais, des fois, nous, on le regarde de l'extérieur, puis on focalise sur les Messi, les Mbappé, mais des fois, c'est quand on le vit, un autre moment complètement qui nous reste en tête. Tu sais, s'il y a un moment marquant là, que tu pourrais revivre en boucle que tu as vécu en 2024, ça serait quoi? Ouais, l'été, là, c'est impossible de fermer les yeux là-dessus, là, la Copa América, puis même... y a-tu un match, un tir, y a-tu un truc où tu te dis, ouais, là, ça, c'est vraiment un highlight de ma carrière? Mais je sais que ça s'en vient, là, que des fois, pour un gardien, tu peux être prêt, bien jouer, bien te préparer, tout va bien. Puis là, tu sors un arrêt, t'es comme, OK, là, on est parti, là, je rentre dans ma zone, puis je sais qu'on est parti pour une coupe de game, là. Pour moi, ça a été contre la France, contre Thuram, où il y a un centre en retrait qui... Même, c'était pas un centre en retrait, c'était plus un early cross, là, un centre... au bout de la boîte, et puis Thuram met le pied, Alistair essaie de le bloquer, puis je la touche du bout des doigts, ça prend la barre transversale, puis j'ai OK, là, c'est bon, là, je suis parti. À ce moment-là, ça dit OK, je vais décoller pour les prochaines semaines. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'était pas juste pour ce match-là. Là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis ça m'envoie le signal que je suis à ma place avec ce qui était essentiellement une place de numéro 1 à prendre et garder aussi à ce moment-là, parce que Jesse Marsh venait tout juste d'arriver. Ça, c'est votre deuxième match ouais. Sous Jesse? Ouais, Jesse nous a dit à Dane, moi, et puis même Joe dans les derniers camps avec... oh mon Dieu, son nom m'échappe, il joue en Angleterre, côté avec nous à Copa América. Comment? C'est mon ami en plus. Le troisième gardien, Tom McGill. Oui. Tom, excuse-moi Tom. Excuse-moi, Tom. J'ai oublié ton nom. Fait que, tu sais, il nous a parlé avec Tom, avec James récemment, au pré-camp Toronto, avec Joe, avec Dane, avec moi. C'est une compétition ouverte où Jesse va littéralement organiser son effectif pour 2026. Puis en faisant ça, il va évaluer ses gardiens de but. Est-ce que c'est pour ça que Dane Sinclair joue? Tu sais, on a eu le début, on te le dit très candidement, là. Fred et moi, au fond des filets, on s'est dit... T'as tellement longtemps gardé le même numéro 1, puis on comprenait pourquoi. Milan Borjan était vétéran, puis... Mais à la Coupe du Monde 2022, avant que tu te fractures la jambe, dans les mois qui ont précédé, la question se posait, là, est-ce que ça devrait être Max? Est-ce que ça devrait rester Milan? Finalement, la décision s'est prise avec ta fracture à la jambe. Mais là, est-ce que vous êtes dans un mode de rotation? Est-ce que toi, tu es le numéro 1? Parce qu'à la Copa América, on semblait plus se poser la question. Là, Dane a connu des bonnes séries éliminatoires aussi avec le Minnesota. Toi, ça a été plus en demi-teinte ta fin de saison. Est-ce que c'est ça qui dicte ou il veut juste s'assurer de voir tout le monde? Je pense qu'il y a un peu de tout là, qui fait en sorte que qu'on alterne présentement. Mais à la base, Jesse nous a littéralement dit que c'est une compétition ouverte. Okay. Puis que le match contre l'Uruguay, par exemple, il voulait faire tourner son effectif pour la 3e place à la Copa. Ensuite de ça, le match contre le Panama, il me l'a donné. Le match contre le Suriname, à cause que Dane était en rythme, puis ça allait très bien à Minnesota avant le match contre Galaxy, qui était en rythme justement là, pour le 6-2, ce match-là, je pense. Il a littéralement dit, écoute,
moi, en tant que joueur, je respecte la décision de Matt Dane parce qu'il y a 4-5 matchs de plus dans le dernier mois. La dernière fois que j'ai joué, c'était contre le Panama. Donc, est-ce que ça m'a affecté avec l'équipe nationale, cette décision-là de mettre sur le banc? Oui, 100%. Ah ouais. Mais Jesse nous a littéralement dit, ça va être une compétition ouverte. Les deux, vous allez avoir vos occasions. Puis jusqu'en 2026, jusqu'à 2 semaines avant la compétition peut-être, ben là, on va peut-être avoir une réponse. Mais puis c'est bien correct, on peut pas faire autrement. Là, c'est un coach aussi. Mais là. t'aimes-tu ça? Parce qu'il y en a qui aiment pas savoir, ça les garde sur le qui-vive. Il y en a qui, sans s'asseoir sur leur laurier, aiment savoir ce qui s'en vient. Toi, tu te positionnes où par rapport à ça? Je pense que je suis neutre. Je pense que je suis neutre parce que je sais le gardien de but que je suis. Je suis une personnalité dans le vestiaire aussi, dans l'équipe. Donc, je sais ce que j'amène à l'équipe à certains moments, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Donc, je suis correct avec ça. Puis, j'ai pas besoin de validation non plus parce que je sais ma propre valeur autant sur le terrain qu'à l'extérieur. T'sais. Quand tu as un entraîneur américain dans une compétition que vous disputez aux États-Unis, qui pète une coche après les organisateurs du tournoi parce que l'Argentine prend trop longtemps à revenir à la mi-temps, parce que les conditions d'entraînement... Puis c'était pas le seul à se plaindre, mais je pense que Jesse Marsh était très conscient qu'il y a une voix qui porte aux États-Unis, puis il s'est pas gêné pour l'utiliser. Est-ce que ça vous motive un peu, ça? Est-ce que ça vous dit, regarde, là, c'est fini, se prendre pour des 7-up flat, là? On a fait la dernière Coupe du Monde, puis là, c'est plus juste de participer, on veut compétitionner. Ouais, Jesse est très franc dans ses propos, puis l'expression « what you see is what you get », c'est vrai. Très franc, très juste, très honnête, et puis s'il faut qu'il call out quelqu'un, il va le faire. Autant que ce soit dans les médias ou dans notre équipe ou dans le vestiaire, il faut pas se cacher. Le prochain niveau, nous, pour être meilleur, c'est de se regarder dans le miroir et de dire voici nos lacunes, voici nos qualités, sur quoi on joue, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les petites faiblesses, pourquoi on concède, tout corriger ces tirs-là, parce que 2026, on arrive dans 18 mois, là, tu sais. C'est demain matin, 18 mois. Donc, le fait que Jesse arrive, aussi, ça nous amène un vent de fraîcheur dans son speech, dans son discours avec nous. Puis, c'est clair et net qu'on arrive là en 2026 pour gagner. On veut pas faire « Ah, salut, c'est nous, le Canada, on est chez nous. » Non, non, non. On est chez nous, puis on veut gagner, on veut jouer. On a eu peut-être un petit appetizer cet été avec la compétition de la Copa América, mais l'objectif, c'est la Coupe du Monde à la maison. Justement, c'est une Coupe du Monde qui va se jouer ici. Si tu prends 2 secondes, puis je sais que tu le prendras pas pour acquis, puis tu vas me dire one day at a time, un entraînement à la fois, une saison à la fois, mais garder un match de Coupe du Monde pour ton pays ici, ça te ferait quoi? Ah, c'est le rêve, là. C'est le rêve. Je pense pas qu'il y a un moment sportif qui va atteindre ce niveau de fierté et de travail. Tu sais, une Coupe du Monde à la maison. Une Coupe du Monde, quand j'étais adolescent, fait que je regarde la France, l'Angleterre, l'Espagne, moi, j'aimais bien l'Angleterre à cause que c'était le Three Lions, tu sais, puis that's all. Casillas, là, avec l'Espagne, tu sais. Mais là, non, c'est mon pays, là. Puis la Coupe du Monde en 2022, la qualification, on commençait la qualification, il y avait 5000 personnes à BMO quand on commençait nos phases de qualif, puis qu'à la fin, tout le pays était derrière nous autres, puis on a vraiment eu ce vent-là de support de notre pays. Fait que je pense que là où je veux en venir, c'est que c'est assez impressionnant l'ampleur dont on a rapidement changé le discours du soccer canadien. Donc, la Coupe du Monde à la maison, pour moi, c'est le rêve, puis c'est le but ultime sportivement. Là. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait une autre chose qui peut topper ça, à part de la gagner. Ouais, juste ça, c'est accessoirement. Mais jouer une Coupe du Monde à la maison, c'est tough à battre. Ce serait ta deuxième Coupe du Monde? T'as pas fait comment ça s'appelait, le Danone? J'ai fait Danone, puis j'ai fait U17. Ah, ouais. C'est vrai ça. Puis Danone, c'était quoi? C'était U12? Ouais, si je me trompe pas. C'était à Lyon. Ça, c'était une compétition qui était quoi? 7 contre 7? 7 ou 9 contre 9, je crois. Garçons et filles. Il y avait des filles aussi. Y a-tu d'autres joueurs qui sont passés pro, qui étaient dans cette génération-là quand tu as fait ce tournoi-là? Pas avec moi. Non? Pas avec moi, non. Je penserais pas. Faudrait faire un retour. Faudrait que je retourne dans les archives, ouais. Pat Leduc en a organisé une coupe d'édition. Fait qu'il faudrait peut-être remonter là-dedans. Parlant de souvenirs, justement, je suis tombé sur des propos de Mathieu Choinière dernièrement qui parlait de quelques moments marquants à l'académie. On leur avait demandé de mettre leur maillot à l'envers parce que
leur comportement ou leurs ajustements n'étaient pas à la hauteur des attentes, des standards qu'on a, puis il fallait mériter le fait de porter le maillot comme il faut. Moi, je t'ai côtoyé un peu à l'époque où j'étais adjoint de l'équipe réserve. Il y a eu des moments, des speeches, des décisions qui ont été marquantes. Philippe Lafroy, qui a été ton entraîneur en partie, c'est un gars assez tranché, puis qui a le flair de la mise en scène là, pour t'envoyer un message, puis que tu comprennes la leçon. Y a-tu un ou deux trucs qui te reviennent comme ça? Moi, je me souviens d'une fois où il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas... que personne ne savait on était où au classement. Te souviens-tu de cette journée-là? Oui, puis les points, puis le nombre de... Ben oui, on était à Saputo. En bas? Ben oui. Puis... Qu'est-ce que tu te souviens de quoi? Moi, je me souviens que Phil, il dit, on est à combien de points? Et elle est où la ligne de play-off? Il nous faut combien de points? C'est qui nos 3 prochains adversaires? Il nous avait sorti un meeting, puis tout le monde était un peu en train de se regarder en disant... Puis là, il s'est rendu compte que le premier à qui il a demandé le savait pas. Puis il s'est dit, attends, on va voir si tu une personne, ça? Ou c'est tout le monde. Il passe au prochain, puis au bout de 3-4, il s'était rendu compte que, il y a personne qui le savait. Il avait envoyé tout le monde chez eux. Ouais. Y en a-tu d'autres des moments marquants comme ça qui... Moment marquant. À part dormir dans le but au stade Saputo. Ouais, ma tante, là. Ma tante est encore là. Non, je dis ma tante. On dormait à la Belle Étoile. C'était juste un sleeping bag. Ouais, exactement. Exactement. Puis j'avais de la difficulté à me réveiller. J'avais veillé un peu trop tard avec les gars au stade cette soirée-là. C'est ce qu'on a fait? Ben oui, la grosse musique. On a parti l'hymne national canadien. Puis après ça, on allait à Tremblant, monter le mont au complet. Ça, c'était le fun en tabarnouche. Ouais. Ça, c'était très agréable. Mais c'est ça la beauté de Phil aussi. C'était autant d'être l'homme très sévère, très franc et direct, mais à la fois capable d'envoyer une mise en scène, comme tu le dis, puis tu dis, oh, il s'en va où avec ses skis, puis soudainement, pow, la motivation est dans le tapis, tu t'en vas sur le terrain, tu joues ton meilleur match. C'est vraiment ça, Phil, cette qualité-là, et de connaître ses joueurs, comment approcher ses joueurs, comment avoir des discussions avec ses joueurs. Ça, pour moi, c'était une qualité de formateur exceptionnelle. Là. Puis Phil, il m'a formé. Youssef, il m'a formé. On a eu un passage ensemble. Tu sais, pour moi, Phil, ça a été un mentor. Youssef, même chose. Mais une chose aussi avec Phil que je me souviens, c'était les pratiques suicides. Quand je te dis les pratiques suicides, là, c'est les pratiques du torchon qu'on courait le tour du bloc. Après ça, on faisait une activation, on jouait au rugby juste pour que ça soit physique intense. On sortait complètement du cadre footballistique. Puis après ça, on revenait, puis c'était du 5 contre 5, 7 contre 7. Puis let's go, là, fini. C'était la journée de torchon. Le lendemain, tu marchais quasiment plus. Là. Ça, c'était... force de caractère, là, c'était comme OK, let's go. Puis surtout pour les gardiens, là, parce que vous êtes un peu moins, là, ça a évolué, mais vous êtes un peu moins, vous n'êtes pas sollicité de la même manière que les joueurs. Ouais. Puis votre entraînement, quand on vous demande de faire la même chose, Vandré Lefebvre, par exemple, était une machine. Là, il y avait 8 poumons. Quand tu es gardien en arrière, puis il faut... J'aurais pris un de ses poumons. Là. Ouais, c'est ça. C'était capable dans l'océan. Quand je parle de toi avec des gens, c'est facile maintenant. Tu as 30 ans, tu vas avoir 31 au mois de mai, si je ne me trompe pas. On a un échantillon de Max Crépeau pro qui est suffisant pour savoir que ça s'en allait dans la bonne direction. Mais moi, c'est toujours la finale de Ligue des champions 2015. Tu voulais la jouer. Evan Bush est suspendu. Ils vont chercher Christian Nicht, qui est un gardien de deuxième division USL. Je pense qu'il joue à Andy 11. En USL. Ouais. C'est lui qu'on va chercher. Toi, tu revenais de blessure plus tôt dans l'année, mais tu étais, selon toi, capable de jouer. Ouais. Étais-tu conscient qu'à l'époque, parce que moi, je le voyais comme ça, puis j'ai l'impression, c'est probablement la raison pour laquelle moi, je t'invite à un podcast, puis c'est pas l'inverse. Toi, t'es encore pro. C'était potentiellement, avec la manière de gérer les jeunes Québécois à l'époque, potentiellement suicidaire pour ta carrière à l'Impact. Do or die, probablement. Parce que si ça se passait mal, oublie ça. Moi, je reviens toujours avec l'exemple de Louis Bellin-Goyette qui a un mauvais match en Nouvelle-Angleterre. Il n'a jamais rejoué. Contrairement à des Nathan Saliba dans les dernières années qui ont eu des contre-performances, mais on voyait ce qu'il y avait comme potentiel sur le moyen-long terme, puis on leur a donné la chance. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Qu'est-ce qui a fait que tu étais à ce point-là convaincu que tu étais capable de le faire? T'avais quel âge?
15. T'avais 21? Ouais, c'était... ouais, exactement. Donc, franchement, je savais qu'en dedans de moi, j'ai toujours l'esprit de gagnant. Je suis un compétiteur acharné. Et puis, ma blessure, j'avais le rotator cuff. Donc, ma blessure a duré 3 mois. Je revenais. Youssef et moi, on a eu des discussions. Il est prêt, il est pas prêt, il est prêt, il est pas prêt. Moi, je poussais comme ça se peut pas parce que, justement, j'ai faim de pouvoir me prouver qu'à ce moment-là, j'ai même pas eu une miette pour me prouver dû à la nature de la chose, que je suis encore un troisième qui pousse. T'avais jamais joué une minute pro, là, juste pour remettre ça en contexte? Probablement avec le CF Montréal, mais en USL. Ouais, c'est ça, le FC Montréal. Exactement. Mais t'as jamais joué avec l'équipe MLS? Non. Que ce soit en Ligue des Champions. Je penserais pas. Quand même peut-être convaincu... en championnat canadien. Il faudrait regarder. Je doute. Je suis peut-être en train de réécrire l'histoire, là, mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'a jamais joué. Non. Puis il est convaincu que l'endroit pour faire son coming out party, c'est une finale de Ligue des Champions CONCACAF, match retour au Stade olympique. Ben, probablement aussi, là... Après certaines années par la suite, avec des conversations avec Youssef, je pense que l'organisation aussi et Youssef, d'une part et d'autre, il y avait le côté est-ce qu'il est prêt? Oui, non. Ça faisait 10 jours que je revenais de mon épaule. Ça faisait 3 mois que j'étais à l'arrêt. Donc oui, ça était suicidaire parce que tu lui donnes une opportunité. Il faut, moi, je suis rayé à tout jamais, ou il monte en pente ascendante comme ça se peut pas. Mais je pense qu'il y avait une côté de protection de ce côté-là quand je parlais avec Youssef. Mais de l'autre côté, je pense que ça démontre mon état d'esprit où tu me donnes un match, je le prends. Puis, à quelque part, une de tes grandes qualités, ça semble être de pas trop réfléchir à ce qui pourrait mal virer. C'est comme ça que tu te casses la jambe en finale aussi. Ouais. T'aurais pu pas sortir, t'aurais pu pas ramasser le gars, te retirer du tacle. T'aurais pu penser à la Coupe du Monde qui s'en venait 10 jours plus tard. Ouais. Mais sans ce tacle-là, ben, t'as probablement pas de bague MLS non plus. Mais si tu penses à ces moments ou gestes-là, puis tu penses seulement au outcome, au résultat, tu penses seulement au bonbon, ben tu vas jamais prendre ces petites décisions-là sur le moment, sur l'adrénaline, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas peut-être tomber monotone, un peu plus amorphe, un peu plus conservateur. Mais mon style de jeu, puis être gardien de but, c'est des fractions de secondes, puis c'est de l'instinct. À un certain point, il y a mon positionnement, il est en garde, effectivement, ma technique. Tactique, technique, positionnement, tout est là, certes. Mais la prise de décision et le go, c'est instinctif. Tu l'as ou tu l'as pas, dans ces moments-là, est-ce que tu mets all-in ou je dis, oh non, je vais aller à la maison, la queue entre les deux jambes. Non, moi je vais all-in, là. C'est comme ça que je joue mon soccer. Ouais. Es-tu gambler? Aimes-tu ça aller au casino? Je déteste. Ah, t'es sérieux? Je ne suis pas un gambler pantoute. Pourtant, t'as une personnalité un peu gambler sur le terrain. J'en ai assez sur le terrain. Ouais, il y a ça. Tu nous parles d'instinct. Si on était capable de vivre un 90 minutes dans les crampons, dans les gants d'un gardien de but, il y a un corner où il y a une action offensive de l'Argentine avec Messi, tous ses chums. Toi, tu as organisé ton monde. Qu'est-ce qui nous surprendrait le plus? C'est quoi? C'est la vitesse, le bruit, ce qu'il faut que tu communiques? Qu'est-ce qu'on néglige le plus? La prise de décision est tellement rapide et la qualité de l'exécution. La prise de décision est déjà faite. Puis la qualité, pied gauche, pied droit, extérieur, intérieur, pointu, peu importe le geste, il va le faire avec qualité. C'est là la différence. Du haut niveau et du niveau qu'on connaît ici à MLS ou peu importe l'Europe, Ligue des Champions, Coupe du Monde, où tu te qualifies ou tu te qualifies pas, et là la différence, c'est l'exécution et la prise de décision de la qualité. Donc tout est un peu plus surélevé. Et le bruit, tu ne l'entends pas, je te le confirme. Non? Non. T'es tellement dans le match. J'entendais Steven Gerrard dernièrement dire « t'entends tout ». Fait que ça doit être d'une personne à l'autre. Je pense que c'est une perception d'une personne à l'autre, certes, mais personnellement, tu l'entends, le bruit, quand quelqu'un marque ou quand il y a une action, puis c'est chaud, il y a un corner, puis les fans se mettent dedans, tu l'entends. Mais lorsque tu es tellement dans l'action, t'entends rien, là. Tu t'entends rien, tu es vraiment dans ton moment, tu te fermes, tu te crées une bulle. Tout ce que tu vois, c'est toi, tes gars, le ballon, l'adversaire.
Ben ça, c'est comment moi je le perçois. Et puis les distractions extérieures, c'est ciao, bye. Mettons, si quelqu'un tombe par terre puis essaie de tuer un peu de temps, au cadran, là, je regarde le stade, je fais « Ouh, OK, il est gros le stade aujourd'hui. Il y a du monde à la messe. » Ça, je vais le prendre, ces petits moments-là là, de temps de pause, je les prends puis j'absorbe. Mais lorsque c'est le temps de refocusser sur le moment, je le fais. Mais ça, c'est la beauté d'être gardien de but, c'est qu'une fois de temps en temps, tu te permets d'aller ailleurs, puis après, tu reviens dans ton match. L'ambiance la plus chaude dans laquelle tu as joué, c'est quoi? Probablement le match à Atlanta contre l'Argentine côté bruit. Ouais, côté bruit, là, le match d'ouverture. Je pense que... Il y avait à peu près 3% de fans du Canada dans le stade. Facilement. Tous les autres étaient argentins. Ouais, exactement. Je pense que juste l'échauffement, par exemple, sur le match. Après ça, l'Argentine qui arrive à l'échauffement pendant que nous, on s'échauffe. Le match au complet, la performance aussi. Sonner des cloches par rapport à ça. Oh, OK, 2-0. Tout le monde pensait que ça allait être 4-5-6-0. Puis dans le 2-0, tu regardes le contenu. Puis on a nos occasions à certains moments qui peuvent vraiment leur faire mal. Ouais. Puis eux, quand je te dis l'exécution, là, l'exécution des 2 buts, c'est des petits détails qui jouent dans les 18 mètres. Puis merci, bonsoir, le match est plié. Je pense que c'est dans ce match-là qu'il y a une photo extraordinaire de toi qui est prise au-dessus, un peu comme on voit les gardiens au hockey. On est un peu moins habitué de voir ces photos-là au soccer. C'est Messi qui est devant toi. Ouais. Es-tu accroché à quelque part chez vous, cette photo-là? Je ne l'ai pas encore développée, mais il va falloir la faire. Ouais. Mais tu l'as? Oui, je l'ai. Je l'ai dans mon téléphone. Mes parents l'ont. Mais il va falloir qu'un jour... je pense que ça, tu vois, j'en parle, puis je suis pas impressionné par l'événement. Je trouve ça incroyable de vivre ce rêve-là. Mais je pense que quand... Mais ça, dans 8 ans, là, dans 8 ans, là, je vais faire, OK, regardons qu'est-ce qui s'est passé les derniers 20 ans, tu sais. Mais pour l'instant, je le prends avec moi, je l'ai dans mes documents, dans mes choses, mais pas encore sur le mur, tu sais. C'est comme, je vais rejouer contre lui peut-être, là. C'est comme, c'est pas fini, là, cette affaire-là. 38, c'est ça ton objectif? Ben, 38, j'ai lancé ça comme ça. Dans ma tête, j'ai ça. Ça fait 18 à 38, 20 ans. 38, puis après ça, on verra comment je me sens. Là. On verra comment le corps il va rendu là. Mais 38, je pense que c'est une belle âge pour ça. Là. Ça ajoute une Coupe du Monde aussi? Ouais. Il y a ça accessoirement. Parle-moi on a parlé de la vie à Portland. Le stade, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans d'aller faire un match là. C'était contre les Whitecaps, justement. Il est tellement particulier. Il n'y a rien de plus Portland que le stade de soccer de Portland, qui est un stade de baseball avec une vieille tribune en béton puis des bancs en bois. Je suis certain que tu mentionnerais peut-être la possibilité de changer cette tribune-là pour la mettre plus moderne. Tu te ferais arracher la tête parce qu'ils adorent ça, être les bizarroïdes qui ont un stade de soccer extraordinaire, mais qui est vraiment un stade de baseball. L'ambiance, l'hymne national, c'est incroyable. C'est comment jouer là? As-tu été surpris? Tu sais, tu y allais une fois de temps en temps, tu as joué la Cascadia Cup avec les Whitecaps en allant à Portland, mais être un Timber, d'être là derrière toi, quand vous marquez un but, il y a Timber Joey. Ouais. Tu sais qu'il a légalement changé son nom? T'es sérieux? Ouais, son passeport, c'est Timber Joey, blablabla. Ben non. Légalement parlant, il a changé son nom à Timber. Ça, c'est la tradition. À Montréal, on a la cloche qui est sonnée quand il y a un but et une victoire. Vous, pour chaque but marqué, il y a une tranche d'un tronc d'arbre qu'on va chercher à quelque part dans le fin fond de l'Oregon. Il y a une bénédiction au début de l'année de ce tronc d'arbre-là. On l'amène, on l'installe au stade, puis à tous les buts, il y a Timber Joey. Vraiment, Timber Joey. Ça me fait halluciner que ce soit ça. Et puis c'est gros, là. Es-tu étonné? Le dévouement dépasse les attentes que j'avais pour lui. Mais en cours de match, puis tu le sens, là, c'est vraiment un gros billot de bois. Ouais. D'être là comme Timber, qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans l'ambiance là-bas? Je pense que c'est de la diversité d'âge qu'on a dans notre stade. Parce que oui, j'ai déjà joué dans ce stade-là pour Vancouver, pour Los Angeles.
Et tu sentais qu'il y avait une atmosphère un peu plus européenne, là, où il y a des chants, tambours, etc. Puis quand tu retournes, puis t'as un petit de 8 ans qui crie, puis qui donne de la chenoute, c'est comme, OK, nice. Puis après ça, je dirais qu'à côté, t'as monsieur, madame de 75 ans qui vient manger leur hot dog avec une bière, puis qui rentre à la maison. Je pense que c'est là, pour moi, que ça fait un peu plus européen, un peu plus connaisseur, où... ça passe de 8 à 75, c'est pas juste des jeunes de 30 ou de 40 ou des jeunes familles, c'est vraiment... Tu pognes un peu de personnes de gauche à droite, mets-les dans le stade, puis tu vas de tout feu, tout couleur, là, vraiment, c'est vraiment ça. Quand tu te projettes un peu, le joueur le plus impressionnant... Ben, quand tu fais le contraire, en fait, tu regardes derrière, le joueur le plus impressionnant, allons-y pour un attaquant, sachant que tu es gardien de but, que tu as affronté, que ce soit à l'entraînement parce que c'était un gars de ton équipe, ou en face, c'est qui? Impressionnant dans les... Je vais aller avec le gars là, que j'ai eu le plus de difficultés, mais que j'ai le plus appris, c'est Didier. Ah oui? Ouais. Didier, il me prenait à chaque 30 minutes facilement, 2-3 fois par semaine. Il me disait, Max, viens-t'en, on va faire du spécifique. Puis il travaillait sur qu'est-ce qu'il voulait travailler ou préparer parce qu'on jouait contre, je sais pas moi, Colorado, c'était les centres, la défense. Fait que c'était moins pour toi que pour lui. Mais toi, c'était une grosse plus-value. Ouais, peut-être que lui, il se préparait, mais on avait quand même cette relation-là. Il disait, hey, Max, viens-t'en. Puis là, moi, certain, j'arrive, là, je pars en courant. Oui, chef. Ben oui, j'arrive. Didier, qui me donnait le plus de difficultés. En match, j'ai jamais réussi à arrêter Zlatan quand il était à Galaxy. C'est le seul que je me dis, ah man, je l'ai pas. Il a marqué à chaque fois que j'ai joué contre lui. Qu'est-ce qui fait que ces gars-là sont... Le flair, l'intelligence, le flair, leurs mouvements ne sont pas inutiles, tout est calculé. La communication avec des coéquipiers, il dit, hey, je suis pas au point de pénalty, je suis 2 cm à côté du point de pénalty, mets-moi là dans l'espace, je suis là. Fais-le blind, ferme tes yeux, fais juste la mettre, je vais être là, il n'y a pas de problème. Cette compréhension-là avec ses coéquipiers faisait la différence, numéro 1. Puis toi, c'est la demi-seconde que tu as besoin pour te déplacer. Ouais, puis si tu te déplaces, le ballon est déjà parti, les chances sont minces que tu l'arrêtes. Parce que à la seconde où le ballon est parti, puis que t'es encore en déplacement, t'es fait. Il faut que tu sois arrêté, puis il faut que tu repars. Mais je pense que ces gens-là, ces deux noms-là, m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Puis dans Lionel Messi, j'ai arrêté le premier match, j'ai réussi à l'arrêter, à gagner mes duels. Mais le deuxième a marqué, puis je vais pas... c'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, là, mais ça me dit, il a marqué. Il a marqué le deuxième match, une petite talonnade là, sur un but on pensait offside au début, mais que je pense que c'était Moïse ou Derek qui est resté derrière. Fait que... je pense que la réalité de jouer contre le meilleur joueur du monde frappe à ce moment-là. Mais c'est les 3 noms qui me viennent à l'esprit rapidement. Moi, ce qui revient le plus, parce que là, il commence à avoir un éventail de gens quand même impressionnants qui a affronté Messi. Tout le monde semble avoir le même genre de feedback. Il n'a rien fait, puis il nous a battus. Mais c'est faux, ça. Mais mais dans le sens où... Je comprends la remarque. Tu penses que tu l'as, puis à un moment donné, sur une passe, sur un déplacement, une déviation qui est toute simple. Tu sais, tu t'attends à quelque chose, une chevauchée, comme dans le temps au Barça. Ouais. Il prend le ballon au milieu de terrain, dépasse tout le monde. Puis finalement, c'est pas ça. Il pèse aussi lourd sur le match, mais en une demi-seconde. Oui, exactement. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une compréhension autour de lui. Là. Il sait exactement chaque joueur l'espace qu'ils ont, comment doser ses distributions ou comment tout simplement attirer un défenseur vers lui. L'espace s'ouvre, merci, bonsoir, je la glisse, puis son joueur est dans le dos de la défense. C'est tellement facile, c'est évident pour lui, c'est naturel. C'est vraiment ça, c'est naturel. Et là, la beauté de la chose avec lui, c'est que c'est naturel, puis admirons-le pendant qu'on peut. Là. C'est ça. C'est un peu moins souvent contre le Canada, s'il vous plaît. T'as parlé de Moïse Bombito. L'as-tu vu venir? Shout-out Moïse! L'as-tu vu venir, ça? Pas en tout. J'ai pas vu venir quand Jesse est arrivé. Il m'a appelé. Puis il avait joué 5 matchs pour le Canada. Ouais. Il y avait 5 caps avant que Jesse débarque. Puis là, c'est mes paroles, là, c'est potentiellement le meilleur défenseur de l'histoire du Canada qu'on
qu'on est en train de voir éclore. Ouais, moi, Moïse, là, puis j'ai dit au Suriname, j'ai dit dans l'autobus, j'ai dit, Moïse, c'était ma plus belle surprise avec qui j'ai joué, là, puis que je te connaissais même pas, puis on vient de la même ville. Ouais, Il y a 4 ans, on se connaissait même pas. Mais oublie, il y a 4 ans, il y a 2 ans qu'il était au Rapids du Colorado. Ouais. Moi, je suis allé là-bas, il y a personne au Colorado qui parlait de la future pépite qui allait exploser, qu'on allait vendre 10 millions en Europe. Exactement. Je suis d'accord avec toi, comme tu sais, c'est là la beauté de la chose où tout le monde a son parcours, là, puis 50 000 manières de réussir, puis de passer par un tel chemin ou un tel chemin. Il n'y a pas de chemin traditionnel au foot maintenant, de nos jours. Mais j'ai dit à Moïse, Moïse, c'était une découverte incroyable. Non seulement pour moi, personnellement, de le connaître en tant qu'ami, puis joueur, mais comme pour le pays aussi. Là. Genre, je pense pas qu'il y a pas personne qui connaissait Moïse quand il était à Colorado. Là. C'est la Copa, justement, qui l'a mis sur la map, effectivement. Puis après ça, son transfert à Nice. Mais Moïse, là, quel joueur, oui, le côté athlétisme, mais la compréhension de comment défendre. Oui, son athlétisme sauve certaines situations, mais le fait qu'il soit très jeune et qu'il se développe encore sur... puis là, je dis très jeune, 23, 24, si je ne me trompe pas, là. Il n'est pas jeune, mais il est jeune pareil. Il est dans un bel âge, mais sa compréhension de, OK, comment sortir de la pression, quel joueur attirer, quel joueur couvrir, les situations que je dois sortir, les situations que je dois couvrir derrière, les duels aériens que dans les derniers 12 mois, il est devenu monstrueux. Là. Au début, il était un peu plus frêle. Là, oublie ça, là, tu vas contre Moïse, tu vas en manger une. C'est vraiment ça. Donc, franchement, rien à dire pour mon Moïse. Je l'aime de tout cœur, puis je suis content pour lui. Vous êtes plusieurs là, à avoir des carrières d'une bonne durée. Il y en a qui sont en Europe. Il y en a qui ont eu à négocier des contrats, des transferts intra-MLS. Est-ce que ces conversations-là, selon ton expérience là, depuis que tu es en équipe nationale, depuis que tu es passé pro, est-ce que ces conversations-là ont évolué? J'ai comme l'impression que vous connaissez plus, puis ça vaut pour les filles aussi, vous connaissez plus votre valeur. Vous avez plus souvent dans votre téléphone 7 ou 8 gars à qui vous pouvez envoyer une question puis qui a vécu ça à une échelle complètement autre, tu sais, des Jonathan David, des Moïse Bombito, des Ismaël Koné. Est-ce que tu le sens, ça, dans vos discussions, que ça a évolué? Oui. Lorsqu'on est ensemble, on communique toujours sur certaines situations. Évidemment, tu sais, c'est quoi un vestiaire, ça jase, puis des fois, ça fait des jokes. « Hey, tu t'en vas où? » À gauche, à droite, puis tu essaies de soutirer de l'information, puis il y en a qui sont droit. Mais qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on est plus ouvert. Qui est le plus carré? Tu n'aurais jamais d'infos. Ah, boy. Il n'y en a pas parce qu'on est un bon groupe. Mais. Parce que tout le monde se fait confiance? Ouais. OK. Ouais. Mais il y en a un, tu veux juste pas me le dire. Ouais. C'est bon, c'est correct. On va te le dire à la retraite. Parfait. C'est bon. On se donne rendez-vous dans 8 ans. OK. Non, mais tu le sens. Tu sais, toi, quand t'es rentré, là, tu devais être vert. Tu étais un gars de l'académie. Ouais. Je me souviens pas à quel âge tu as signé ton premier contrat, mais je veux dire, il y a une valeur énorme à comprendre la business du soccer, pas juste la vie de joueur pro. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que c'est devenu une business aussi. Là. Tu sais, nous, on vit de passion. On joue, puis il y a le côté business. Puis lorsque on a des transferts à gauche, à droite, surtout dans notre effectif récemment, dans les derniers 3 ans, là, il y en a eu des transferts avec l'équipe nationale. Puis on admet que notre passeport n'est pas si respecté dans le passé, mais que présentement, on perce à gauche, à droite. Puis là, on doit remercier un Fonzo, un Joe David, un Ali qui est allé là-bas. Ouais. Puis après les top 2, là, on va se le dire, là, probablement Alfonso, Joe, Carl, il a fait du gros travail pour le passeport canadien. Carl Larin, il est allé à gauche-droite. Ouais. Puis après ça, le reste est commencé à rentrer avec Ali, puis après ça, ça a déboulé. Mais on comprend que c'est une business, puis que nous, on veut juste s'épauler, on veut juste se backer aussi, parce que on comprend la réalité que c'est pas évident non plus d'avoir ce passeport-là dans le monde du foot, parce que tu t'en vas n'importe où dans le monde, puis tu dis « Ah, je suis Canadien ». Ils vont un peu rire de toi, honnêtement. C'est la réalité des choses. Puis là, dire « OK, on va te montrer, j'aimerais ça jouer contre ta nation, puis on va en reparler. » Évidemment, si c'est un top 10 mondial, ça va être plus difficile, là. Ouais. Mais le reste, ça, c'est prenable. Là. C'est 100% faisable. L'Europe, es-tu déjà passé proche? Il y a eu des pourparlers, mais rien de concret. Ouais. Ça fait-tu longtemps, ça? C'était en début de carrière ou plus récemment? Il y a eu des phases. C'est sûr et certain que
Après la Copa, ça a été un bon moment. Mm-hmm. Évidemment, quand tu es convoité, il y a de l'intérêt à gauche à droite. Il y a eu certaines discussions, mais comme je te dis, la business, c'est la business. Ah ouais. Puis il y a de la politique aussi qui est avec ça derrière, là, caché à gauche à droite. Mais c'est passé à travers mon esprit, mais j'en fais pas une priorité. Je pense que j'en fais vraiment être le meilleur Maxime Crépeau, être le meilleur Maxime sur le terrain. Ça, c'est ma priorité. Mais éventuellement, s'il y a quelque chose qui arrive sur la table qui fait du sens, qui est bon pour le joueur, puis aussi pour ma famille, parce qu'on est 4 maintenant, on n'est plus 2, oui, on y va. Ce serait quoi un scénario idéal pour toi? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu sais, t'es un des gardiens de premier plan. Moi, j'avais un broadcast call avec Phil Neville, ton entraîneur à Portland, puis il disait, tu sais, pour nous, Maxime Crépeau, c'est un gardien top 5 dans la Ligue. C'était au sortir de la Copa América, justement. Donc, t'as un nom, t'as un acquis. Je pense que t'es intéressant pour beaucoup de clubs ici. Quand t'arrives là-bas, t'es un peu plus inconnu, à moins que quelqu'un ait vraiment suivi ton parcours ou vive un moment comme la Copa América, on se dit, tu sais quoi, on parierait sur lui. Ça prendrait quoi pour que le scénario soit idéal pour un passage en Europe? Je pense que c'est une question de timing aussi, hein, parce que notre mercato, c'est l'hiver, mi-saison. Mi-saison, le gardien, il y en a juste un qui joue. Il faut que tu aies une blessure à quelque part. Il faut que tu aies un SOS ou un transfert, un gardien qui est vendu puis qui a une chaise à remplir. Puis encore là, tu t'en vas là-bas. Quand tu as peut-être des jeunes de l'académie qui poussent, que ça fait des années que tu as formé, que tu as mis de l'argent sur ces gens-là qui sont pas nécessairement mauvais. Ça dépend de chaque club, chaque idéologie. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut dépenser? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à miser sur un Canadien que personne connaît, littéralement, en Europe, là? Ou que tu t'en vas chercher quelqu'un d'un pays voisin ou qui est déjà avec un passeport européen. Ça aussi, c'est intéressant. Puis, c'est pas tout le monde non plus qui va prendre ses places étrangères sur le poste de gardien de but. Certains vont le faire, mais certains ne le feront pas. 8 ans, c'est encore loin. Là, on utilise ça, tu as lancé ça tout à l'heure. Là, on va prendre ça comme... référence. Disons référence, oui. Exactement. Y penses-tu à l'après? Tranquillement, pas vite. Ça ressemble à quoi? On pourrait peut-être travailler ensemble un jour, toi et moi. Dans les médias? Ouais. T'aimerais ça? J'aimerais ça, certainement. C'est un domaine j'ai toujours été à l'aise devant caméra, micro ou peu importe, de toutes sortes. Je suis quelqu'un qui aime m'exprimer, que les gens connaissent le côté Maxime Crépeau joueur, un peu gardien de but. Certains me connaissent personnellement, mais peu connaissent mes opinions sur ma profession. Oui, parce que tu gardes tout ça pour la retraite. Puis la retraite sera sûrement synonyme. Je te confirme là, que le jour où tu annonces ta retraite, le divan ici, ta place est réservée. Puis là, on veut tout savoir là-dessus. Ça sera plus qu'une heure et quart, une heure et quart. Ça, je te confirme. En rafale, quelques questions pour toi. Le coéquipier que tu as eu qui a les habitudes les plus weird, c'est qui? Bon, il y en a le couple, là. Les manies, les habitudes, un bon ami à moi, Laurent Simon. Ouais? Ouais. Es-tu superstitieux? Oui. Ah ouais? Oui. Ça lui appartient, ces petites superstitions-là, mais oui, il est superstitieux, puis il a ses manières de faire. On a été très, très, très proches pendant longtemps. Surtout quand on jouait ensemble à Montréal. Puis même d'ailleurs, on s'est vu dans le temps des fêtes. Là. On est encore très proches. Les deux familles sont très, très proches et amis. Sinon, des coéquipiers, il y en a... T'es pas obligé de les nommer. Hein. Non, si mais je suis en train de penser. Je suis en train de penser. Les habitudes, sans nommer le gars, t'as le droit. Ouais. Je te donne un pass. Non, mais Laurent, il y en a des habitudes, mais comme il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Fait que c'est le premier nom qui m'a sauté à l'esprit. Mais sinon, j'en ai d'autres. Tu les as toutes vues ou tu les as toutes entendues parce que tu faisais du covoiturage avec lui. Ah oui, cardiaque centre Nutrilait, là. Dans le trafic, des matins, c'était correct, mais l'après-midi, des fois, qu'on revenait, puis c'était jamais. Mais non, il n'y a pas un autre qui va me frapper plus que Laurent dans ses habitudes. Ouais. Plus drôle? Oh man, j'en ai un là. J'en ai un à Portland là. Claudio Bravo, défenseur gauche. Ah ouais? Mais il sait pas qu'il est drôle. Il est pas au courant. Il est pas au courant qu'il est drôle. Il a pas eu le mémo là. Mais non, parce que Canada est encore en grève. Ah ouais, ça s'est pas rendu en Argentine là, ça demeure là. Non, puis ni à Portland en Oregon.
Hey, il est drôle, là, mais il sait pas qu'il est drôle dans ses manières de faire, dans ses manies. C'est pas quelqu'un qui va parler trop, mais c'est la manière dont il agit, ses réactions, son expression faciale. Hey, ce gars-là, man, c'est un phénomène. Il fait rire en tabarnouche. Ça se passe dans quelle langue? En anglais, je présume, Phil Neville, mais ça doit être... Vous avez des Brésiliens, vous avez des Latinos. Ça parle principalement espagnol dans le vestiaire? Dans le vestiaire en tant que tel, espagnol, oui. Ouais. Puis par la suite... Toi, t'es comment, là? Ça fait quand même un bout entre la Californie, là, un vestiaire où il y a beaucoup de Latinos. Parles-tu espagnol? C'est drôle parce que je dis toujours que je parle 3 langues, mais j'en parle pas une. Parce que le français, parfois, il m'échappe, puis il y a des expressions en anglais qui arrivent. Puis quand je parle en anglais, j'ai des mots qui m'échappent. Puis quand je parle en espagnol, ben, il est pas à 100% bon. Mais je suis capable... Tu te débrouilles quand même. Ouais. Si tu me drops n'importe où là, dans le monde, là, je vais être capable de parler en espagnol, puis de me débrouiller, puis de survivre. Puis d'être correct, d'entamer des discussions, des conversations. Puis en anglais, en français, il n'y a pas de problème non plus. Là. L'objectif pour l'an prochain, je le sais que pour la saison qui s'en vient, je sais que vous avez des étapes. Tu as un camp d'entraînement. Après ça, tu te concentres principalement sur le championnat avant la Gold Cup. Mais est-ce que la Gold Cup, c'est le gros morceau dans tout ça? Ouais, je crois que la prochaine étape pour nous, là, l'année 2000, le Canada a gagné la Gold Cup. Ça fait un petit bout, hein? Comme le Canadien. C'est un peu sorti de nulle part, par contre. Ouais, exactement. Là, on s'attend à ce que vous soyez dans le mix pour ça. On a plus d'attentes. On a créé ces attentes-là par les performances. Puis je pense que ça se discute un tout petit peu au sein du groupe. Ça a commencé au dernier camp. Ouais. Parce qu'en gagnant, évidemment, contre Suriname, on joue à SoFi, à Los Angeles, en mars. Puis ça va être États-Unis, Mexique, most likely. Most likely. Notre objectif, c'est de soulever un trophée. C'est le Canada, la fois qu'on l'a fait, ça fait un méchant bout. Ouais. Puis on est une génération qui change un peu le narratif pour Canada Soccer. Donc on sait que c'est la prochaine étape pour nous. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On n'a pas gagné, mais les performances étaient là, parfois. Évidemment, l'objectif maintenant, ça va être qu'est-ce qui est la prochaine étape pour nous. Ben, c'est de gagner. C'est d'être premier dans notre région. C'est de mettre un trophée, c'est de dire, ah ouais, mais voici notre équipe, voici qui nous sommes, parce que nos voisins du Sud, là, ils pensent que les Canadiens, c'est les Canadiens encore, là. Mais non, c'est plus comme ça. Tu parles d'un narratif que vous avez changé. Concrètement, je ne sais pas si tu passes assez de temps en ville ici ou peut-être quand vous vous promenez, êtes-vous plus reconnu? Tu sais, mettons, quand tu te promènes en ville, tu te fais-tu reconnaître un peu? Ouais, ben à Montréal, une fois de temps en temps, un peu rare, mais des fois, c'est des connaissances des connaissances, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu plus ça. Des fois, il va y avoir des partisans qui vont accrocher, mais c'est rare. Parfois, c'est plus des connaissances du voisin. Hey, Max, tu le quittes, tu sais. Mais à Los Angeles, énormément. À Portland, énormément. Ouais, à Los Angeles, énormément. À Portland, énormément. Montréal, ben je reviens pas ici. Non, c'est ça. Puis t'es là l'hiver, t'as une tuque sur la tête. Mais là, tu parles puis j'ai mes lunettes, une tuque sur la tête, avec un manteau zippé jusqu'ici. Mais si t'en parles à Sam, ça va être différent, tu sais. Je te confirme. Mais oui, Sam c'est Sam, là, tu sais. Ça, c'est les cheveux. Ouais. Échangez-vous encore pas mal? Ben oui. D'après moi, j'ai probablement un message là, de Sam, puis je sais pas. Non, mais on s'est parlé justement la semaine dernière. Puis on est très proches, là. Ça fait depuis qu'on a 13 ans, on a tout fait ensemble, fait que c'est le cool. En terminant, les Roses de Montréal, tu fais partie du groupe d'investisseurs. Toi, c'est à distance, tu sais, il y en a d'autres, justement, comme Sam, Patrice Bernier est là, Étienne Boulay, c'est des gens qui sont encore activement impliqués dans la communauté à Montréal. Toi, tu le seras peut-être éventuellement, mais là, tu joues à l'extérieur. C'est quoi les engagements? C'est quoi qu'on demande comme contribution au-delà de l'argent que tu as? Oui, à la base, quand j'ai eu les conversations avec Isabelle puis Jean-François, c'était littéralement un projet. Tu pousses comme tu veux pousser ce projet-là. Donc, oui, évidemment, il y a le côté monétaire pour supporter la cause, mais de l'autre côté, c'est qu'est-ce que tu veux donner de ton temps ou de ton expérience ou de ton expertise, tu le fais. Il n'y a pas de contrat signé noir sur blanc. Voici les avec 6 clauses de... Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment plus, ça vient du cœur. Puis c'est pour ça aussi, c'est un peu un côté
passion pour tout le monde qui a la main à la pâte, qui est là-dedans. C'est le côté passion de voir une équipe professionnelle ici à Montréal. Et puis, j'ai parlé justement avec Robert, j'ai parlé avec le staff, puis je leur ai dit, moi, mais si vous me donnez un coup de fil, voici mon numéro de téléphone, toutes mes ressources sont là. Je vous donne mon opinion, là, tu sais. Puis moi, je vais jamais cogner à la porte, là. C'est pas ça mon rôle, là. Pas en tout. Moi, mon rôle, c'est si toi, tu m'appelles, là, on peut jaser, puis on va aller manger, puis tu te le quittes. Mais à l'opposé, je vais jamais de ma vie. Je connais ma place, t'sais. Le meilleur centre d'entraînement que tu as eu, ça a été où? Je pense Nutrilait. Ah ouais? Il est plus petit, plus compact, certes. LA était vraiment cool aussi. Mais je pense que pour l'ensemble... LAFC, le stade était... Moi, le stade est sensationnel. Le stade à LFC est incroyable. Faut juste pas que tu joues un mercredi soir puis qu'il y ait un show le lundi soir. Ça va être un peu plus difficile. Sur le même terrain? Ouais. Parce que le terrain est pourri? Ça dépend. Ils l'ont changé. Cette année, ils l'ont changé. Il est incroyable. Mais la première année que j'étais là, donc 2022, ça a été un peu plus difficile pendant l'été parce qu'ils faisaient des shows, ils louaient, etc. Puis 3 jours après, on jouait dessus. Mais tu sais, quand même, tu couvres ton terrain, puis 3 jours après, il faut que tu joues dessus. Ah ouais. Il y a beaucoup de sable. Dont la fameuse fracture. Pourquoi le ballon est arrêté? Oui, c'est sec, mais il y avait du sable en tabarnouche. Puis il faisait soleil là, quand c'est arrivé. Mais les ballons ralentis, c'est plus difficile à juger. Donc, pour moi, le stade l'année dernière à LAFC avec le gazon, il était incroyable. Ah ouais. On va mettre ça sur la bucket list. Tu me diras quand tu y vas. Je vais te faire un horaire. Un horaire de... Je vais te faire un horaire de président. Je vais demander à Marc Dos Santos d'être le vice-président de cette opération. Ouais, tu peux le mettre président. Puis moi, je serai son vice-président. Max, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis on te souhaite une super saison l'an prochain à Portland, en espérant te voir jouer un maximum de matchs, aller loin, soulever un trophée avec le Canada, puis jouer les séries cette année, en espérant que James trouve aussi son compte. Merci beaucoup. Parfait, merci.